Bonjour et bienvenue sur le podcast Les Perles de Jade. Des conseils précieux à collectionner, partager ou tout simplement à méditer. Je m'appelle Julie, française installée aux Pays-Bas depuis quelques années. Ancienne responsable d'un département achat devenu coach, j'ai décidé de changer ma vie afin de changer celle des autres. Je vous aide à trouver de nouvelles pistes de réflexion et à passer à l'action afin d'être plus épanoui dans votre vie. Abonnez-vous sur la plateforme de votre choix pour ne manquer aucun épisode. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, @julie_UGS, afin d'échanger. Le lien se trouvera dans les notes de l'épisode. En attendant, je vous souhaite une excellente écoute. Hello à tous. Pour répondre à toutes les questions que j'ai reçues par rapport à mon voyage en Inde, je vous ai proposé de faire un podcast et de répondre à vos questions lors de cet épisode. Voici cet épisode tant attendu sur ma retraite en Inde. Déjà, je vous pose un peu le contexte. Je suis déjà allée en Inde en 2009 pour le boulot. J'étais alors acheteur textile. J'ai pas fait de visite touristique du tout. Je faisais juste des allers-retours hôtel et lieu de rendez-vous. À l'époque, je me rappelle, j'avais atterri vers 7h du matin. J'étais allée dormir 30 minutes à l'hôtel habillée. J'avais pris ma douche, fait été changée. Et ensuite, j'étais repartie directement en rendez-vous après 30 minutes de sieste. Je voyageais à l'époque en économie, donc j'avais pas très bien dormi dans l'avion. Et je sais que en enchaînant tous les rendez-vous, j'étais très fatiguée et j'étais pas au top de ma forme pour négocier. À l'époque, je devais négocier des contrats, auditer des usines, etc. Donc voilà, j'en ai vraiment appris énormément en voyageant de cette sorte-là pour le boulot, enchaîner les rendez-vous, voyager en éco, atterrir en Europe et dès le lendemain revenir au travail. Donc c'est aussi une des raisons pour lesquelles aujourd'hui, pour les longs courriers, je choisis de voyager en business pour profiter un maximum à l'atterrissage, dès l'atterrissage de l'expérience. Donc que ce soit quand j'arrive à ma destination ou quand je reviens chez moi pour pouvoir être au top pour être disponible pour ma famille et surtout pour ma fille. J'ai choisi tout d'abord, avant d'intégrer le groupe de retraite, parce que c'est une retraite qui s'est faite en groupe, j'ai choisi en fait d'y aller seule. Donc pour celles qui ont suivi mes stories privées sur Instagram, vous savez, j'ai choisi de faire un parcours touristique puisque j'avais rien visité la dernière fois et je m'étais toujours dit quand je reviendrai en Inde, je ferai au moins le Taj Mahal. Je vais pas vous cacher que la première fois que je suis venue en Inde, ça a été un gros choc culturel et émotionnel. Je m'attendais pas en fait à avoir autant de pauvreté, autant de personnes. Ça a été vraiment un gros choc et j'étais pas prête. Et je pense que pour aller en Inde, il faut un minimum être prêt quand on est occidentaux, quoi. Donc ça, c'est une petite parenthèse. Ensuite, par rapport à mon programme, donc j'ai fait 3 jours de tourisme seule. J'avais choisi de prendre un chauffeur parce que, en fait, en tant que femme seule étrangère, on se fait encore plus alpaguer dans les rues parce qu'on a une tête de touriste. Donc ensuite, je vous parlerai du tourisme, mais il y a vraiment, c'est important en fait pour l'Inde le tourisme et c'est vrai que on pourrait avoir tendance à croire que les Indiens, quand ils nous voient, ils ont des dollars dans les yeux. C'est un peu exagéré, mais c'est comme ça en fait dans les lieux touristiques. C'est pas, je dis pas que c'est comme ça partout en Inde, mais en tout cas dans les lieux touristiques, c'est vrai que on se fait quand même beaucoup alpaguer par les Indiens. Ils essaient de nous attirer dans leurs boutiques, de nous vendre des choses, mais il faut les comprendre. On n'a pas du tout les mêmes standards de vie. La différence de prix d'un repas, elle est énorme. Enfin, je vous en parlerai probablement par la suite. Mais pour être un peu plus spécifique, un repas de luxe dans un des meilleurs restos, ça coûte 8 €, quoi. Donc voilà, on joue pas sur les mêmes gammes de prix, donc forcément, vous pouvez un peu comprendre le challenge. En tout cas, quand on est touriste, quand on arrive en Inde et qu'on se fait alpaguer, on comprend pas toujours pourquoi. Et aussi parce que les Indiens, eux, ils ont la peau foncée. Ils ont les cheveux noirs, donc moi c'était pas mon cas, mais pour les personnes occidentales, pour eux c'est vraiment exceptionnel de voir des personnes qui ont la peau très claire et qui ont les cheveux blonds. Donc je sais que j'ai des consoeurs, des participantes de retraite, etc., qui étaient un peu choquées de se faire prendre en photo tout le temps. Mais en fait, je leur ai juste rappelé que au même titre où eux les prennent en photo, elles les prennent en photo avec les enfants qui ont des piercings, des bébés qui sont déjà avec du col autour des yeux, etc. Elles se gênent pas pour prendre des photos, donc je vois pas où est le malaise.
l'aise vu que eux, en fait, ne prennent en photo que ce qu'ils admirent ou ce qu'ils trouvent complètement différent de ce qu'ils peuvent voir habituellement, au même titre qu'elles le font en tant que touristes. Voilà, ça c'était pour l'introduction. Donc 3 jours de tourisme. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai passé 2 nuits à Jaipur et une nuit à Agra. Donc Agra, c'est là où on peut voir le Taj Mahal et je regrette pas du tout d'avoir fait le Taj Mahal en dernier parce que c'était magnifique. Je m'attendais pas à autant de beauté. J'ai eu un ressenti, le même ressenti que quand je suis allée au Colisée à Rome. Donc c'était vraiment ouf l'impression que j'ai ressentie. Et encore une fois, dans cet épisode de podcast, je vous partage uniquement ce que j'ai vécu. Et donc, tout est lié à ma perception et en aucun cas, c'est lié à des faits, à une réalité. Donc, c'est vraiment moi, ce que j'ai ressenti, comment j'ai vécu ce voyage. Donc, c'était vraiment la question que j'ai eue par mon audience. Donc, je préfère mettre les points sur les i, que voilà, si vous commencez à écouter cet épisode, prenez en compte que c'est ma perception, mon vécu via mon filtre. Et donc, les 2 jours à Jaipur, je suis allée voir le Fort Amber. C'était magnifique, franchement, c'est vraiment beau. Ça date de l'époque moghole et c'est à l'époque des tout ce qui est résidence de Maharaja, etc. Donc tous les palais. Et donc en fait le fort Amber a été classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc ça vaut vraiment le coup d'y aller. En tout cas moi je vous le conseille si vous êtes curieuse, regardez un petit peu à quoi ça ressemble sur Google. Et ensuite je suis allée voir le fort Amber et j'avais fait un peu la visite de Jaipur, etc. J'ai pu voir plusieurs choses. Je vais pas vous détailler tout mon programme. Si vous voulez, vous venez me contacter en MP sur Instagram. Et ensuite, quand je suis allée à Agra, je suis allée voir des temples hindous. Et hyper intéressant de voir comment c'était transformé. Je suis allée voir aussi des palais et tout ce qui était un peu influence islamique. Et ensuite, je suis allée voir le Taj Mahal. J'ai négocié, en fait, c'était prévu la visite du Taj Mahal que je la fasse en fin de journée et j'ai décidé de la faire au lever du soleil. Donc, je vous recommande. La lumière, elle est magnifique. Si vous me suivez en story privée, vous avez eu un aperçu. Et puis, j'avais posté, je pense, en story publique, une photo du Taj Mahal. Et franchement, il n'y avait aucun filtre. Ça en met plein les yeux. Ça en jette. Donc ça, c'était pour les 3 jours de tourisme. J'ai pu aussi rencontrer des locaux. Je suis allée visiter une usine qui manufacture ses propres pierres semi-précieuses et pierres précieuses, qui sertissent aussi les bijoux. Donc voilà, si vous me suivez, vous savez que j'ai un intérêt pour tout ce qui est industriel. Je suis allée en fait me balader dans les marchés. Donc j'avais choisi d'être accompagnée par un guide pour les visites touristiques, mais après je vivais vraiment ma vie et j'avais pas peur. J'avais pas peur de me balader dans la rue. J'étais prête. Voilà. Donc c'est pour ça que je vous dis c'est important d'être prête au niveau du mindset pour pouvoir être à l'aise et profiter de son voyage pleinement. Ensuite, pourquoi j'ai choisi cette retraite? J'ai eu cette question aussi, les 3 principaux critères qui m'ont fait choisir cette retraite. En fait, cette retraite, elle m'est un peu tombée dessus. Et là, je fais le lien avec la réponse sacrale de quelqu'un qui a une autorité sacrale comme moi, qui suis générateur. Et c'est peut-être ton cas aussi. En fait, j'avais prévu de faire une retraite philosophique à l'île de la Réunion sur la même période avec Frédéric Lenoir. Si tu ne connais pas, je t'invite à aller regarder ce que fait ce monsieur. C'est quelqu'un que j'ai beaucoup de plaisir à lire. Il a pu vulgariser beaucoup de courants philosophiques et notamment Jung. C'est un auteur en fait que j'aime beaucoup et il participait à une retraite, il co-organisait une retraite qui avait lieu à l'île Maurice. Au même moment où j'hésitais à aller à cette retraite, j'ai une personne de mon réseau qui m'envoie un lien vers cette retraite en Inde. Et je lis le programme et je me dis ouais, ça a l'air d'être pas mal, mais sans plus. Je sais pas pourquoi, ça vibre pas plus. J'avais toujours pensé que je ferais une retraite spirituelle, peut-être en Inde par rapport au yoga et à la méditation, mais c'était pas sur ma liste de priorités dans mes voyages de retourner en Inde dans ces conditions-là. Et puis en plus, l'organisateur de cette retraite, je le connaissais pas du tout, et donc du coup, c'était pas quelque chose qui me donnait forcément envie. Et donc la personne qui m'a parlé de cette retraite m'a dit oui, c'est un de mes amis qui organise cette retraite. Je pense que tu pourrais vraiment kiffer. Regarde un peu le programme. Donc ça me disait pas plus que ça. Et en fait, ce que j'ai fait, et c'est là que je vous dis, je suis vraiment alignée avec mon autorité sacrale. J'ai contacté mon amie Amba. Donc, si vous ne la connaissez pas, c'est Amba Manipura. C'est une de mes amies depuis 3 ans. Et donc, elle est originaire de l'île de la Réunion. Elle s'est formée au yoga en Inde. Si je me trompe pas, elle est aussi formatrice pour les praticiens et praticiennes en énergétique. Et donc, l'Inde, c'est ça, c'est le yoga, c'est la méditation, mais également tout ce qui est chakra.
Si vous ne saviez pas, en fait, le Human Design inclut également le travail des chakras. Et on parle, au-delà des 7 chakras indiens, on parle de 9 chakras, 9 centres énergétiques. Alors qu'en fait, j'ai découvert en allant en Inde qu'en fait, il y en avait beaucoup plus des centres énergétiques. Mais bon, bref, je n'irai pas sur cette voie, peut-être dans un autre épisode si ça vous intéresse. Et donc, cette retraite, elle me disait pas plus que ça, mais bon, j'ai quand même souhaité solliciter mon amie en bas, qui était la meilleure personne avec laquelle discuter de ce choix. Et ce qu'elle m'a dit, c'est que voilà, ça dépend de tes attentes, parce que effectivement, la retraite avec Frédéric Lenoir, c'était dans le luxe. Il me semble que c'était un hôtel 5 étoiles et c'était dans un centre, enfin dans un lieu plutôt touristique. Et alors que l'Inde, c'était vraiment voyager au cœur de l'Inde, découvrir la spiritualité, visiter des ashrams, etc. Donc, je vous en reparlerai un petit peu plus, mais vraiment découvrir la philosophie du yoga. Donc, il y avait vraiment une connotation beaucoup plus profonde et plus spirituelle. Et donc, elle m'a dit, en fait, ça dépend de ce que toi, tu recherches. Mais sache que l'île de la Réunion, là, ton programme, il est ouf. Mais c'est pas l'île de la Réunion comme toi, tu aurais pu avoir tendance à vouloir découvrir l'île si tu voyageais seul. C'est plutôt des endroits un peu luxueux, etc. Et le programme, voilà, enfin, il a l'air d'être bien. Et puis, par contre, je voyais comment elle me parlait de l'Inde. Mais après, c'est normal par rapport à son système de valeurs, comment ça lui parlait, comment ça la connectait à ce qui vibrait pour elle et ce qu'elle aimait le plus. Et donc, suite aux commentaires d'en bas, j'étais encore neutre par rapport à mon envie, c'était pas encore tranché. Et si vous connaissez un peu le HD, vous savez que l'autorité sacrale, en fait, la meilleure manière de décider, de prendre une décision de manière alignée, c'est d'être tranché. C'est un grand oui ou c'est non. Et donc, du coup, je vais juste taper le nom de l'organisateur de cette retraite sur Google et là, je tombe sur une vidéo YouTube par hasard. Donc, c'est un lien, donc il est très bien référencé. Donc là, c'est la businesswoman qui parle et qui mentionnait en fait les raisons pour lesquelles il organisait ses voyages en Inde depuis ces dernières années. Donc, j'ai découvert qu'en fait, il organisait des voyages depuis de nombreuses années, qu'il avait dû arrêter avec le Covid. Et en fait, ça m'a touchée. Son pourquoi m'a touchée. Et en fait, je me suis inscrite direct. Et à ce moment-là, j'avais aucun doute et j'étais dans la certitude que c'était le voyage qu'il me fallait à ce moment-là. Donc voilà pourquoi j'ai choisi cette retraite, non seulement pour le programme, mais surtout pour ce qui vibrait, ce qui, en fait, me connecter à l'énergie de l'organisateur, ça a été game changer. Et bien sûr, au niveau mental, prendre le feedback de mon ami a été aussi hyper précieux parce que, en fait, l'expérience que j'avais envie de vivre pour une retraite, c'est pas une retraite où j'étais dans le luxe. Mon intention est vraiment de me connecter à quelque chose de beaucoup plus profond. Et donc l'aspect philosophique que proposait Frédéric Lenoir était amené à des réflexions profondes d'introspection. Alors que là, la retraite, c'est vraiment de l'introspection, mais aussi une connexion forte au corps. Donc c'est ça aussi qui m'a parlé. Donc voilà, mon intention quand j'y suis allée, c'était vraiment de me reconnecter à ma spiritualité. Hein. Si vous me suivez depuis longtemps, vous voyez que je parle un petit peu moins de spiritualité, que j'ai été affichée sur un compte comme une coach New Age qui m'a beaucoup blessée à ce moment-là. Et voilà, j'en ai tiré de belles leçons et j'ai pu l'équilibrer depuis et ça va mieux. Mais au moment où je l'ai vécu, c'était très douloureux pour moi d'être épinglée de la sorte, alors que du coup, j'essaye d'œuvrer justement de manière la plus juste possible. Hein. J'ai une blessure de l'injustice. Donc voilà, c'est important pour moi. J'ai une porte 49 en soleil conscient, donc c'est la porte des principes en HD. Donc voilà, c'était vraiment quelque chose qui m'a challengée. Donc la spiritualité, je me suis vachement déconnectée de celle-ci pendant ces derniers mois. Et du coup, j'avais pour intention de reconnecter à cette spiritualité, de prendre du temps pour moi. Donc, j'ai décidé au dernier moment de couper tout ce que j'avais en cours dans mes accompagnements, que ce soit mes accompagnements, mes espaces de groupe ou mes espaces individuels. Et j'avais informé mon mari que voilà, je m'engageais à prendre des nouvelles de notre fille, mais je m'engageais en aucun cas à l'appeler lui tous les jours, par exemple. Donc, j'avais vraiment prévenu et j'avais prévenu mes clientes et j'ai eu aucun reproche. Parce que, en fait, j'ai informé de mes intentions, de pourquoi je voulais prendre du temps pour moi, etc. Et en fait, les gens trouvaient ça normal. Donc voilà, vraiment de me focaliser sur moi. Moi, je suis encore à œuvrer avec le syndrome du sauveur. Et après, donc ça, on le voit aussi dans ma charte HD. Donc ça a été juste confirmé. Je le savais déjà, mais ça a été confirmé.
Et donc, prendre cette opportunité pour rester focalisée sur mes besoins, sur mes envies au moment T, ce que je ressentais dans mon corps, ça a été quelque chose d'inhabituel pour moi. Et de m'autoriser ça, c'est ça qui, en fait, qui a été game changer dans mon voyage. Qu'est-ce que je suis allée chercher? Donc, cette connexion à moi, le fait de me focaliser sur moi, sur mes besoins, comme je vous l'ai dit. Et est-ce qu'elle a répondu à mes attentes? Oui et non. Oui, parce que j'ai su me reconnecter à moi, j'ai su me couper des interférences entre guillemets de ma vie de tous les jours et vraiment être à l'écoute de ce que j'avais envie. Et c'est pour ça qu'en fait mes accompagnements ont évolué depuis mon retour d'Inde parce que je me connecte plus fort à ce que j'ai envie de faire, comment j'ai envie d'impacter, comment j'ai envie d'accompagner et les besoins de mes clientes de cœur. Et non, d'un côté non, ça n'a pas répondu à mes attentes. Pourquoi? Alors, d'un côté, oui et non. Donc, non, parce que je m'attendais à faire du yoga postural, le yoga postural, le yoga que je pratique en tant que bonne générateur, qui est très yang, qui sollicite du cardio, etc. Et en fait, on a fait essentiellement du yoga respiratoire. Moi, j'appelle ça du yoga respiratoire, qui est aussi proposé dans le yoga Kundalini. Donc pour ça, c'est vrai que j'ai eu un peu une déception et en fait c'est dû à ma vision du yoga et pas du tout à ce que propose l'organisateur parce que en fait lui n'a pas dit quel type de yoga, il nous a juste dit qu'on allait faire du yoga. Donc non dans le sens où je trouve que après ça c'est mon côté très productivité où en fait ça aurait pu être plus fluide en fait dans l'expérience. Donc voilà, ça c'est juste mes retours. J'irai pas dans le détail parce que ça a aucun intérêt, mais voilà, ça a répondu à mes attentes, oui et non. Est-ce que j'ai eu des surprises? Des surprises entre guillemets, oui. En fait, j'étais l'une des plus jeunes. On était deux filles à avoir moins de 40 ans. Donc ça, c'était une surprise parce que comme je connais pas l'organisateur, je connais pas son audience. Donc du coup, ça a été assez surprenant. Il y avait une nana qui avait, je pense, une trentaine d'années, et puis moi, et puis les autres, il y en avait une qui avait, je pense, 42, et puis les autres, la moyenne d'âge, c'était plutôt 55, je dirais. Donc ça a été ma surprise. Qu'est-ce que j'y ai fait? Comment je l'ai vécu? En fait, c'était vraiment une retraite qui mêlait énormément de pratique et d'introspection, dans le sens où le matin au réveil à jeun, on allait faire notre séance de yoga. Donc cette séance de yoga, elle durait entre 1 heure et 1 heure et demie. Et chaque soir, on faisait de la lecture d'un ouvrage philosophique sur le yoga. Donc, c'est les écrits d'un sage, un maître, en fait, yogi, qui date de 1977 et dont les écrits peuvent résonner encore aujourd'hui. On faisait de l'introspection aussi parce qu'il y a des questionnements qui sont dans cet ouvrage qui peuvent être encore d'actualité. Donc, ça nous menait à des réflexions et on faisait de la méditation. Donc, je trouvais que c'était vraiment un bon mix et honnêtement, c'était juste parfait par rapport à ce rythme-là. Et la journée, ce qu'on faisait, c'est qu'on visitait des ashrams. Donc, des ashrams, ce sont des centres de formation, des centres d'éducation. Je vous laisserai chercher sur Google. On allait dans des temples et en fait, on méditait même, ça pouvait être n'importe où. On pouvait méditer dans des temples, dans des ashrams, au bord du Gange, qui est le fleuve dans lequel les Indiens se purifient. Et en fait, c'était vraiment un bon moment où même si l'Inde est un pays qui est surpeuplé, je ne sais pas combien de millions d'habitants il y a juste en Inde. Je me rappelle plus, hein, je n'ai pas une très bonne mémoire pour les chiffres de la sorte. Du coup, ça nous a permis de savoir nous mettre dans notre bulle. Donc, c'était hyper, je sais pas, paisible. Voilà, de pouvoir en fait avoir cette capacité de se créer des bulles parmi la foule. Et donc, il y avait tout un programme par rapport à l'Inde, la retraite qu'on a faite. On a bougé, hein, on n'est pas resté au même endroit. Si vous avez un peu suivi, en fait, on est parti de Delhi. On a passé 13 jours et 12 nuits. Et ce qu'on a fait, c'est que les moments forts, en fait, il y avait une semaine qu'on a passée à Rishikesh, qui est le centre mondial du yoga. On a fait une séance de yoga Kundalini dans un centre de yoga. Donc, c'était pas avec notre organisateur qui est aussi formateur de yoga, mais c'était avec une autre intervenante. On a fait le lever du soleil. Donc, on s'est levé à 3h30 pour aller pour un départ à 4h du matin pour aller voir le lever du soleil sur la chaîne de l'Himalaya.
Après, comme je vous ai dit, on a pratiqué vraiment tous les jours yoga et méditation, peu importe où c'était. On a aussi pas mal chanté des mantras. C'était vraiment chouette. Et on a visité aussi des sites un peu plus touristiques comme un minaret. On a visité la maison de Gandhi. Donc voilà, en gros, c'était vraiment ce genre de retraite. Pour moi, c'était OK. On a fait donc Delhi, Dehradun et ensuite Rishikesh et ensuite on est revenu à Delhi. Qu'est-ce qu'on a fait à Dehradun? On a fait tout ce qui est yoga et méditation et puis on a fait surtout la visite d'un monastère tibétain. Donc ça c'était cool et la visite d'un temple bouddhiste. Et ça c'était cool parce que c'était la partie un peu plus bouddhiste alors que tout le reste était plutôt axé hindouisme. Donc voilà, moi j'ai une famille bouddhiste. Je suis agnostique. Je suis pas athée, je suis agnostique, mais j'ai une famille bouddhiste. Et si vous étiez pas au courant, parce que vous n'avez pas écouté le premier épisode de pourquoi les perles de jade, etc. En fait, ma grand-mère était bonzesse. Donc bonzesse, c'est l'équivalent d'un moine dans un établissement religieux. On a mangé uniquement, enfin en tout cas moi j'ai mangé végétarien. La majorité des plats étaient végétariens. Parfois on avait un peu de viande quand notamment c'était les buffets d'hôtel. Et les personnes elles étaient plutôt challengées par les épices. Donc moi j'adore manger pimenté, épicé. Et pour celles qui me connaissent, elles savent que la sauce chili c'est mon ketchup. Donc la sauce chili sriracha, hein, je précise pas la chili gros douce quoi. Donc voilà, ça c'était qu'est-ce qu'on y a fait. Les journées types, c'est ce que je vous disais. Donc le matin yoga, la journée les visites, le soir méditation. Et ce qui a été aussi challenging, c'était d'être 24/24 avec des gens. Parce que même dans la chambre, on était en coloc. Donc moi, j'ai eu une coloc pendant les 13 jours. Je me suis bien entendue avec elle. C'est une femme qui a 64 ans. Elle est vraiment rigolote, etc. Enfin, elle a l'âge de ma mère quasiment. Donc voilà, on s'est vraiment bien entendu. Et heureusement, parce que 13 jours, 12 nuits, ça peut être compliqué si on s'entend pas avec la personne avec laquelle on partage notre chambre. Et les journées ne se ressemblaient pas du tout puisqu'on visitait pas les mêmes lieux et chaque lieu était empreint de sa propre énergie, de sa propre vibration. On m'a posé la question sur la différence avec ma toute première retraite. Ma première retraite, je vous en parle quand dans l'épisode de responsable achat à praticienne chamanique. Ma toute première retraite, en fait, si vous vous rappelez bien, je suis partie sur un coup de tête et c'était une retraite bien-être. Enfin, moi que j'avais perçu comme ça, où je pensais faire du yoga et parler d'introspection. Dédicace à mes petites sorcières qui écouteraient mon épisode, des femmes merveilleuses avec lesquelles j'ai gardé contact depuis. Et en fait, ça n'a rien à voir parce que pendant la première retraite, j'ai été initiée à l'astrologie karmique et au chamanisme. Là, ça n'avait rien à voir. C'était vraiment yoga et méditation et se connecter à l'origine, aux origines même du yoga, à l'hindouisme, qui est du coup une religion à part entière, polythéiste, et à l'histoire de l'Inde dans sa globalité. Et en tout cas, moi, comment je l'ai perçu, puisque j'ai fait un passage plus touristique, et à l'histoire du yoga, au maître yogi, à comment du coup retrouver un équilibre en soi et à toute la philosophie de la pratique du yoga, tout simplement. Donc pour moi, ça n'a rien à voir et c'est comme si on comparait, je sais pas, moi ça me parle, mais bon, vous peut-être pas, manger un hamburger et manger une pizza, quoi. On recherche pas la même chose. Quand on va en Inde pour une retraite spirituelle connectée au yoga, et une retraite bien-être, entre guillemets, où je me suis connectée à beaucoup d'autres choses spirituelles, d'autres outils, mais pas quelque chose de philosophique et pas quelque chose d'introspectif. Qu'est-ce que m'a apporté cette retraite et avec quoi je suis revenue, mes plus grands enseignements, mes leçons? En fait, aujourd'hui, j'arrive encore plus à me connecter à moi et à être dans ma bulle. Et ça m'a beaucoup aidé à être confrontée à des situations inconfortable à mon retour de voyage et je me sens mieux. Je me sens mieux. J'ai eu ma meilleure amie qui m'a dit que ça sentait que j'étais beaucoup plus apaisée que versus quand je suis partie. Je me suis davantage ancrée. Donc j'avais quelques challenges avant de partir personnels
Et donc, ça m'a apporté vraiment un meilleur ancrage et à savoir ce que je veux, en fait. Donc, je suis partie un petit peu, je savais pas trop ce que je voulais sur plusieurs aspects de ma vie parce que beaucoup de changements. Et en fait, je suis revenue, j'avais la clarté. J'ai posé cette intention en début de retraite, retrouver de la clarté sur mon business et sur mes challenges personnels. Qu'est-ce qui est applicable dans le quotidien? Donc, tout ce qui est méditation, yoga et cette façon de se questionner de manière philosophique. Donc, je vais continuer suite à cette retraite. Et je continue d'ailleurs, hein, vous avez vu si vous me suivez en story que je continue de méditer tous les jours et de faire du yoga. Qu'est-ce qui a été le plus dur à vivre? D'être confrontée à la pauvreté. C'est quelque chose qui a été difficile de nouveau, mais je l'ai pris différemment en fait. Je vous avais partagé l'histoire de notre chauffeur de vélo. En fait, j'étais partagée parce que je trouvais ça d'une part abusé un peu de payer un mec qui nous fait une visite en vélo, donc qui nous tire via un pouce-pouce non électrique, sans moteur, et qui pédale en fait, et que nous soit tranquille assise. Donc ça m'avait un peu challengée au début, et en fait quand j'ai réalisé, donc là c'est vraiment de l'auto-coaching, que bah lui en fait à son âge, c'est probablement le seul métier qui est facile et fluide à faire pour lui, que en fait en 3-4 courses, il gagnait plus que ceux qui travaillent dans des usines, parce qu'en Inde, il y a beaucoup d'usines. Voilà, si on travaille pas dans le tourisme, on travaille dans des usines la majorité du temps. Et de me reconnecter à ça, qu'est-ce que ça pouvait lui permettre de faire, de participer en fait en lui payant une course qui pouvait nourrir sa famille, qui pouvait continuer de faire son activité, qui pouvait peut-être quitter plus tôt ses heures de travail, etc., qui n'était pas obligé de rester jusqu'à la fin de la journée. Mais en fait, je me suis dit, OK, je comprends pourquoi je suis OK de le faire. Et du coup, j'étais beaucoup plus neutre et j'ai vécu l'expérience différemment. Ce qui a fait que à l'intérieur de moi, ça a vibré différemment. J'étais beaucoup plus souriante avec le monsieur. J'avais envie de discuter avec lui. Et c'est ça aussi, la beauté de l'équilibrage des perceptions, je trouve. Parce que quand on impacte nos pensées, on impacte en ricochet nos actions, nos comportements et comment les gens nous perçoivent. Donc du coup, ça a été un peu dur à vivre. Aussi, les femmes, en fait, là-bas, c'est un peu comme les manouches en France. Elles sont avec des bébés maintenant en Inde. Et en fait, j'ai discuté avec des gens et c'est avéré qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de trafic d'enfants en Inde. Il y a des mafieux qui récupèrent les bébés, qui les foutent dans les bras des femmes qui vont mendier. Qui mendient pas passivement en étant par terre, mais qui vont vraiment voir les touristes en leur disant oui, s'il vous plaît, pour nourrir mon bébé et tout ça. Et en tant que maman, c'est vrai que ça peut être challenging. Et ensuite, les sollicitations de partout, je vous en ai parlé, le fait qu'ils quémandent de ma perception des pourboires, c'est difficile parce que nous, dans notre culture, on n'est pas habitués. Donc, les Anglais, les Américains, ils sont très habitués, mais nous, non, en France, par exemple, ou aux Pays-Bas. Et c'est vrai que penser à donner des pourboires tout le temps, dès qu'on nous ouvre la porte, dès qu'on nous porte la valise, dès qu'on nous indique le chemin dehors, je trouve que ça devient en fait malsain à force. Du coup, on sait même plus si les gens en fait sont juste gentils ou s'ils veulent des thunes. Donc, si vous voulez, moi j'ai tendance à porter ma valise. Et c'est vrai que quand j'avais pas de cash, j'étais un peu gênée de pas pouvoir donner de pourboire, donc je préférais porter ma valise. Alors qu'en fait, il y a des mecs que ça ne dérangeait pas parce que c'était leur métier. Ils étaient grooms dans les hôtels. Bah, du coup, c'était à la limite, c'était un peu bizarre de voir une jeune femme porter sa valise de 20 kilos dans les escaliers, etc. Alors que limite, c'était peut-être moins gênant pour lui que je donne pas de pourboire que de me voir en fait faire ça. Et puis, bah, ce qui était plus dur à vivre, donc pas pour moi, mais pour les d'autres participants de retraite, c'est les épices, quoi. Il y en a qui ont été malades et même si elles avaient demandé de ne pas manger épicé, bah, c'était quand même trop épicé pour certaines et il y en a plusieurs qui ont été malades. Qu'est-ce qui a été le plus facile? De suivre mon flow. Ça a été le plus facile. C'est-à-dire que quand j'avais besoin d'être toute seule, je vous ai dit, en fait, on était 24/24 avec des gens. Dès qu'on avait du temps libre, bah, moi, je m'esquivais seule quand j'en avais besoin. Et donc, bah, les autres participants ont remarqué. Il y avait que 2 hommes dans notre retraite. Sinon, c'était que des femmes et on était 15 ou 14, je sais plus. Et qu'est-ce qui a été donc le plus facile? C'est d'incarner en fait qui j'étais et de partir sans avoir peur du jugement des gens et des personnes qui disaient oh là là, Julie elle part toute seule, oh j'ai remarqué que tu partais seule, etc. Et en fait oui, parce que j'étais pas là. En fait mon intention
n'était pas de connecter avec des gens pour cette retraite, mais vraiment de me retrouver moi. Donc j'étais complètement alignée avec ça. Et d'ailleurs, ma coloc de chambre l'a très bien compris, hein. C'était hyper fluide entre nous, donc elle me laissait faire ma life et je me suis pas du tout sentie submergée par son énergie. Donc ça, c'était cool. Pourquoi et pour qui je conseille cette retraite? Pour les personnes qui aiment le yoga, qui ne s'attendent pas du yoga postural, qui aiment la méditation, mais je conseille pas à des personnes débutantes. Je conseille à des personnes qui sont déjà dedans. Et donc des personnes qui aiment le dev perso, qui aiment l'introspection, qui sont ouvertes au challenge et qui sont ouvertes d'esprit. Voilà, après, si vous allez vraiment à cette retraite, attendez-vous à ce que la moyenne d'âge elle soit plus vers les 55 ans. Et puis que si vous y allez en espérant rencontrer l'homme de votre vie qui serait branché sur la même fréquence que vous, pas forcément parce que c'est majoritairement des femmes. Voilà. Il était le budget retraite et logement inclus. C'était demi-pension pour info. Donc, on avait le dîner et le petit déjeuner. Et le déjeuner était à notre charge. Et donc, on était dans des hôtels assez luxueux, moi, je dirais. Donc, je crois que ils avaient dit 3 étoiles de mémoire. Mais moi, de ma perception, moi qui voyage beaucoup, c'était plus du 4 étoiles pour de l'Inde, voire du 5 étoiles pour de l'Inde. Parce que même moi, quand j'étais en déplacement, j'ai pas eu ce genre d'hôtel. Donc c'était assez luxueux. Le prix par personne en chambre double, parce qu'on peut prendre des chambres individuelles à l'époque où j'ai réservé, c'était 1840 €. Et donc, ça comprenait la chambre double. Et donc, après, on rajoute un extra si on veut être en chambre individuelle. Du coup, ça comprenait la chambre double, la demi-pension, petit déjeuner et dîner, une promenade en cyclopousse dans la ville de Delhi. Donc, c'est un pouce-pouce vélo, pas moteur, pas électrique, dans la vieille ville. Et c'était vraiment cool. Ça comprend du coup la prestation de l'organisateur en tant qu'intervenant, accompagnateur et enseignant yoga. Ça comprend la prestation de notre guide francophone qui nous a accompagnés tout du long et franchement, il était génial. J'ai eu un autre guide pour le Taj Mahal, j'étais dégoûtée parce que franchement, j'ai vu la différence. Hein. On peut pas forcément voir la valeur qu'a quelqu'un jusqu'à ce qu'on soit confronté à pire. Et je trouve que c'est le cas dans les relations amoureuses, dans les collaborations et dans l'amitié. Donc, on a tendance, c'est humain, de comparer et en fait, on peut pas avoir conscience de la valeur de ce qu'on a jusqu'à ce qu'on le perde. Ce serait un petit peu mon apprentissage par rapport à ça, parce que j'ai eu ce guide-là que j'ai eu pendant la retraite. Par hasard, je l'ai eu pour mon séjour touristique de 3 jours avant la retraite. Sauf que comme j'ai demandé à changer le plan et d'avoir le Taj Mahal le matin à 6h30 pour le lever du soleil, du coup, ils m'ont mis un autre guide. Et là, j'ai vu la diff, j'ai fait waouh! En fait, j'avais tellement de chance d'avoir l'autre guide et de le retrouver après. Donc voilà, ça comprend également le transport en voiture et en bus climatisé. Enfin, c'était cool. Les entrées pour les visites des différents monuments, des différents sites, tous les frais de transport, les porteurs, les pourboires, etc. Tout était compris, les taxes du gouvernement, les péages, les parkings et le carburant. En gros, ce que ça ne comprenait pas, c'était nos billets d'avion, les déjeuners. On a fait une journée de randonnée complète, celle où mon genou il a lâché là. Ça c'était pas compris. L'entrée, la participation, je crois que c'était 5 € et c'était pas compris dedans. Et je crois qu'il y a qu'une personne qui n'est pas venue parce qu'elle s'était fait opérer du genou. Sinon tout le monde est venu. Rando de environ 8 heures. Enfin franchement, elle était hardcore. Je pense que c'était vraiment pas pour les débutants. Et même moi qui ai l'habitude de randonner, mon genou il a lâché. J'ai trouvé ça hyper compliqué de la finir. Et même si j'avais été avec mon genou en bon état, j'aurais trouvé quand même cette randonnée assez difficile. Bref, les activités qui sont en dehors sont à notre charge. Donc voilà, moi j'ai fait pas mal de sorties, donc j'ai eu des frais de transport supplémentaires pour aller jusqu'à l'hôtel, notamment les frais de visa. Je crois c'était, je sais plus, je crois que c'était une 60aine d'euros le visa pour l'Inde. Les boissons et les dépenses personnelles, donc moi j'ai pas dépensé beaucoup plus. Les pourboires pour le guide francophone, c'était 5 € par jour et le chauffeur, c'était 2 € par jour. Et ensuite, tout ce qui est porteur, restaurant, etc., on a négocié pour que ce soit inclus.
au final, parce que c'était pas censé être inclus et finalement c'était inclus. Voilà pour les réponses. Je sais pas si vous avez d'autres questions. Moi, j'avais pensé à vous apporter un peu plus de contenu par rapport à mon voyage. Donc là, c'est le contenu bonus en dehors des questions que j'ai reçues. Il y a très peu de chats en Inde. J'en ai vu 2 parce que ils considèrent les Indiens que les chats ils portent malheur. Après, sachez que en tant que bonne sorcière, en fait, moi je dis toujours que les chats sont un lien entre le monde des vivants et le monde des morts. Donc voilà. Après, ça peut faire peur et je comprends. Mais il y a très peu de chats en Inde. Il y a beaucoup de chiens et de vaches en pleine rue. En Inde, en fait, ils vivent avec le mantra "tout est possible". Ça, j'ai adoré et je pense que c'est ce avec quoi je repars de l'Inde et pas uniquement de la retraite, c'est que tout est possible. Ils disent rarement non. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais les Indiens, quand on leur pose des questions, quand ils disent oui, mais qui sont pas hyper convaincus, il y a leur tête qui bouge un peu comme s'ils disaient non sur le côté. Mais c'est pas un non, c'est entre un non et un oui. Donc c'est très rigolo. Bon là vous me voyez pas, mais en fait je me suis filmée, donc peut-être que je vous le mettrai en vidéo. Les fun facts, les gens me parlaient en hindi parce que je ressemble aux Indiennes du Nord. Parce que les Indiennes du Nord, elles sont proches du Népal. Et donc le Népal, si vous ne savez pas, les filles ressemblent un peu aux Chinoises. Donc vraiment, les traits asiatiques sont plus marqués dans le nord de l'Inde. Donc j'ai eu énormément d'Indiens qui m'ont parlé en hindi. Moi, je suis arrivée solo et je suis repartie solo. Donc, j'ai eu en tout 4 jours seule. Donc, 3 jours à mon arrivée et 1 jour au départ. Et ça m'a pas du tout dérangé de vagabonder seule. J'ai eu tellement raison de prendre un chauffeur et de prendre un guide pour les visites parce que ça m'a fait gagner du temps. Et moi, j'ai une valeur apprentissage hyper élevée. Donc, apprendre avec un guide qui vraiment est de confiance et qui s'y connaît, c'est vraiment beaucoup de valeur pour moi, versus arriver sur le lieu, prendre un guide au pif en anglais, sachant que l'accent des Indiens en anglais, il y a parfois en fait c'est incompréhensible de ma perception et que ça aurait été compliqué pour moi même de devoir dire en fait désolé mais je te comprends pas, il faut que je change de guide. Voilà. Ensuite, tout ce qui est partir seul en Inde, moi je dis toujours en fait respecter la culture du pays que vous visitez. Donc, sachant que l'Inde c'est un pays où la religion prédominante est l'hindouisme, mais qu'il y a aussi le bouddhisme et l'islam qui sont fort présents. Voilà, respecter. Donc, si c'est coutume de se couvrir les bras et se couvrir les jambes et le ventre et le cou, le cou, le décolleté, bah respecter ça parce que j'ai quand même vu des personnes qui respectaient pas ça. Après, c'est leur choix et c'est ok. C'est pas que je vais les juger, mais je dis juste, c'est comme quand nous, les personnes qui arrivent en Europe, genre des Chinois qui ont l'habitude de cracher dans la rue et qu'on trouve ça dégueulasse en fait. C'est juste de faire un peu attention pour s'adapter. Comme quand on va chez les gens, voilà, moi je demande aux gens de retirer leurs chaussures quand ils viennent chez moi, quoi. Il y a une limite à être soi, si vous voulez. Donc voilà, je recommanderais vraiment de faire attention sur votre tenue vestimentaire et le fait d'être une femme seule en Inde, une jeune femme, parce que autant ma coloc, elle a 64 ans, donc ça ne dérange pas de vagabonder, et puis en plus elle est un peu hippie, donc vagabonder seule en Inde, c'est pas un problème. Mais en tant que jeune femme, les sollicitations extérieures peuvent être vraiment submergentes et c'est beaucoup d'hommes en fait qui viennent nous parler. Donc ça peut être un peu compliqué, sachant que en plus on essaie tout le temps de nous arnaquer et qu'ils vont plus facilement solliciter des femmes que des hommes. J'ai vu la différence de comportement des Indiens quand j'étais seule et quand j'étais en groupe. Donc quand j'étais en groupe, en fait, les gens ne nous parlaient même pas, à peine, vraiment à peine, alors que quand j'étais seule, mais en fait, je pouvais pas marcher seule sans que quelqu'un vienne me parler. Donc ça, c'était compliqué pour moi. Surtout que si je marchais seule, c'est que j'avais envie d'être seule. Un élément aussi qui est intéressant, c'est tout ce qui est négociation. Là-bas, ils sont habitués à négocier. Donc c'est pas mal perçu de négocier tout et n'importe quoi. Donc, même si le t-shirt, vous le payez 1 € et que pour vous, c'est que dalle, en fait, sentez-vous libre de négocier parce que, vous, c'est de votre perception que c'est pas cher, mais de leur perception, peut-être qu'ils sont ouverts à la négociation. Donc, c'est un jeu. C'est un jeu. C'est comme en Chine, en fait. Ça crée du lien. Donc, et puis de toute façon, s'ils veulent pas, ils vous diront non, hein, ne vous inquiétez pas. Et puis, il y a certaines boutiques qui mettent des prix fixes et donc, quand ils mettent des prix fixes, ils veulent pas négocier. Moi, je pensais en arrivant en Inde avoir la tourista et en fait pas du tout. Et je sais pas si vous avez regardé le film Sex and the City, je crois que c'est le numéro 2, où en fait à Dubaï et que Charlotte ouvre la bouche pendant qu'elle se douche et que du coup elle avale de l'eau et qu'après elle a la tourista. Donc moi je pensais vraiment avoir la tourista de cette manière et en fait pas du tout.
j'étais limite un peu dégoûtée de pas l'avoir parce que comme j'avais encore 2 kilos à perdre par rapport à mon poids de forme, je m'étais dit, ah bah trop bien, l'Inde, entre le yoga et la chaleur et la tourista, les 2 kilos, ils vont fondre direct. Mais en fait, pas du tout, et c'est OK. Et même si je me suis repesée, parce que je vous avais dit que je vous tiendrai au courant par rapport à mon poids. Si vous vous rappelez bien, pour celle qui me suit en story, j'avais pris 5 kilos. Celle qui me suit en story privée, vous savez, encore un peu plus le suivi. Et en fait, là, il me reste genre 2 kilos à perdre, mais c'est vraiment pour le poids idéal, le poids un peu sac d'os. Si vous aimez Sex and the City, ça vous parlera. C'est en fait avec le poids où je rentre dans toutes mes fringues. Après, aujourd'hui, je suis à mon poids de forme santé, en tout cas, ce qui me permet de m'habiller comme je veux aujourd'hui, de me sentir bien dans mon corps, ce qui est le plus important. C'est pour ça que moi, les 2 kilos qui me restent, c'est bon, quoi. Et s'ils restent là, c'est OK pour moi. Ils sont les bienvenus. Je les aimerais quand même. Il y avait aussi tout ce qui était caste. Donc, si vous n'êtes pas au courant, les castes, c'est les niveaux sociaux en Inde. Et donc, j'avais demandé à mon guide s'il y avait encore ce système de caste et comment ça se passait aujourd'hui, comment ça avait changé, est-ce qu'on pouvait se marier entre castes différentes et tout ça. Et donc, en fait, aujourd'hui, ils sont beaucoup plus ouverts. Ils font encore des mariages arrangés, mais les parents acceptent le non. Par contre, si tu n'es toujours pas marié au-delà de 30 ans, là, ça va être des mariages arrangés / forcés, quoi. Tout ce qui est homo, en fait, c'est hyper bien accepté en Inde aujourd'hui. Après, je vous dis pas que c'est fréquent dans la rue. Les gens, ils sont plutôt pudiques et ça, je le vois aussi en Asie. Ils sont plutôt pudiques, donc ils vont pas avoir des démonstrations, que ce soit couple hétéro ou homo. Par contre, le fait d'être gay est beaucoup plus accepté, même s'il n'est pas encore compris par la majorité des Indiens. Et quand vous voyez des Indiens se tenir la main, c'est pas forcément qu'ils sont gays, c'est juste qu'ils sont bons amis ou c'est un père et son fils, même si le fils est déjà adulte. Voilà, juste la petite parenthèse. Après, bon, je vais pas vous faire tout un truc sur les divinités, mais je trouve ça passionnant. Les divinités, j'ai adoré. Enfin, franchement, c'est ouf. Ce que j'ai appris aussi, c'est que le tantra n'était pas uniquement sur la sexualité. Donc ça, c'était une belle surprise. Et en fait, c'est toute une philosophie. Donc du coup, j'ai acheté un livre en Inde qui traite du tantra, qui explique vraiment le tantra, la philosophie du tantra. Et donc, je trouve ça hyper intéressant. Et sinon, quoi d'autre que les vaches sont sacrées. Donc en fait, là-bas, ils mangent pas de bœuf parce que les vaches sont considérées comme des animaux sacrés. C'est pour ça qu'en fait, elles peuvent vagabonder librement dans la rue. C'est marrant, vous voyez vraiment des vaches en plein milieu du village, en plein milieu de la route, et ils sont vraiment bienveillants avec eux. J'avais filmé une vache en fait qui attendait à côté d'un robinet d'eau public. En fait, c'était un robinet, enfin c'était vraiment un puits entre guillemets, je sais pas comment on appelle ça. Bref. Vous m'avez comprise. Et donc, la vache attendait à côté. Puis, en fait, les habitants ouvrent le robinet pour que les vaches puissent boire de l'eau fraîche, quoi. Donc, ça, c'est chouette. Ah oui, ils klaxonnent tout le temps. Donc, c'était trop bien d'avoir une semaine à Rishikesh parce que du coup, il y avait moins de klaxons parce que les gens, il y a quasiment pas de voitures, c'est plus des scooters. Du coup, il y avait moins de klaxons. Et ça, c'était trop bien. Parce qu'en fait, il y a des klaxons tout le temps, toute la journée. Et ça peut être hyper submergent pour les gens qui ont, du coup... une sensibilité auditive. Et ça, d'ailleurs, on peut le voir dans votre design, hein, dans votre charte HD, on peut le voir. Donc ça peut être encore plus challenging pour ces personnes-là. Une autre question qu'on m'a posée sur tout ce qui est astrologie védique, donc ah oui, sur l'Ayurveda. J'ai fait une consultation ayurvédique et en fait, comment ça se passe? C'est en fait le docteur, il nous prend notre pouls et à partir de notre pouls, il détermine notre profil. Et donc ouais, c'est ça que moi je dirais profil, hein, c'est mon vocabulaire, mais c'est pas le vocabulaire technique. Et donc à partir de là, vous pouvez savoir quel profil vous avez et quelle alimentation est plus juste pour vous, quel rythme, etc. Donc il peut y avoir plein de trucs par rapport à votre santé. Et donc il m'a fait une prescription de médicaments, enfin de médicaments entre guillemets, des soins en fait à m'apporter. Des massages, des trucs à faire pour mieux respirer, etc. Même des postures de yoga à appliquer. Donc, c'était hyper impressionnant de voir que la justesse, parce que j'avais fait déjà un test avec mon amie Lydia, qui accompagne aussi avec l'Ayurveda, et du coup, il a trouvé exactement le même résultat qu'elle, juste en prenant mon pouls.
Et ensuite, j'avais pris une consultation d'astrologie védique. Donc, pour les personnes qui me connaissent, vous savez que je suis très intéressée par l'astrologie. D'ailleurs, c'est un des outils qui est inclus dans le Human Design et que j'ai été initiée à l'astrologie karmique. Donc, cette consultation a été what the fuck pour moi. Si vous avez suivi en story, en fait, je lui ai juste demandé un peu plus de clarté par rapport au business et par rapport à une situation personnelle. Et je voulais juste voir ce qu'il voyait lui. Et en fait, il a répondu à côté de la plaque, mais c'est parce qu'en fait, c'était tellement, ça lui sautait aux yeux par rapport à ma charte astro que il m'a juste, il a canalisé le truc et puis il me l'a partagé sans filtre, sans me poser des questions au préalable. Et c'est là où je me dis la puissance d'allier le coaching à ça, de pouvoir être sûr que on a la bonne question de la personne et d'avoir bien compris, d'avoir bien mis le contexte, etc., pour pouvoir lui apporter le plus de valeur par rapport à notre lecture. Et c'est ce que je fais en Human Design. Et donc, du coup, il m'a parlé beaucoup de présentiel. Il m'a dit que voilà, ma valeur ajoutée, c'était de connecter, de faire connecter les gens entre eux et d'amener du présentiel. Donc, spoiler, dans mon mastermind, il va y avoir du présentiel. Trop hâte. Et c'est pas suite à la retraite, hein. C'est juste une idée que j'ai depuis longtemps et j'en avais parlé aux filles de la meute, j'en avais parlé à mes clientes, etc. Voilà, j'avais vraiment cette envie qui revenait de présentiel encore plus, mais que voilà, j'avais pas pris le temps de m'organiser. 2023 a été une année un peu challenging pour moi au niveau personnel, donc j'ai pas pris le temps de me pencher dessus. Mais 2024, ça va être sous le signe des collabs et du présentiel. Donc, du coup, le présentiel revient. Il m'avait annoncé ça, qu'en fait, j'étais faite pour le présentiel et que mon business, c'est un truc de fou. Toutes les voyances que j'ai faites, les séances avec des médiums ou des amis qui m'ont canalisé des trucs et tout, en fait, m'ont tous dit, parce qu'il y a aussi des hommes, que mon business était vraiment assimilé à l'abondance sous toutes ses formes, pas que financière. Donc le mec me dit que tu vas rencontrer l'homme de ta vie si c'est pas déjà fait. Donc c'est prévu entre août 2023 et avril 2024. Donc t'es en plein dedans, l'homme de ta vie, partenaire de vie, etc. Donc je laisse tout m'expliquer. Et là, à la fin, je lui dis, mais ça se passe comment, en fait, quand on est déjà marié? Parce que c'était pas ça ma question. Et là, il fait, mince, du coup, vu que les Indiens sont pas très ouverts au divorce et tout, on peut divorcer, mais bon, c'est pas très bien vu. Du coup, il m'a dit, alors je vais réajuster, je vais te communiquer des mantras qui pourront vous aider à rester soudés, à cultiver l'amour dans votre couple, etc. Et là, je me suis dit, mais trop marrant, ce qui m'a sorti. Et donc, ça m'a fait plus rigoler, alors que quand je raconte ça à mes amis, elles me disent, mais ça t'a pas challengé, c'est ouf quand même ce qui t'a sorti, etc. Donc, bref, c'était un petit peu l'histoire. Et donc, sur mes questions plus spécifiques au niveau perso, il a pas trop su me dire. Il m'a juste dit que si je respectais bien le traitement qu'il m'avait donné, ça allait aller beaucoup mieux. Donc voilà, vous inquiétez pas, c'est rien de grave, c'est juste que j'ai quelques problèmes, rien de grave, mais juste ça peut être réglé, pas que par du coaching, mais une partie en coaching et puis une partie par des soins que je peux m'apporter physiquement. Voilà, c'est la fin de notre épisode. J'espère que ça vous a plu. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me voir en MP sur Instagram. Je vous dis à très vite. Merci d'avoir écouté cet épisode des Perles de Jade jusqu'à la fin. Les liens de celui-ci se trouvent dans les notes. N'oubliez pas de me rejoindre sur Instagram où mon pseudo c'est Julie-UGS afin d'échanger et de me dire ce que vous en avez pensé. À bientôt pour un nouvel épisode.